Cultiver et élever, c'est bien, mais transformer sa production en produit fini ou semi-fini, c'est encore mieux. Nous vous encourageons sur cette chaîne à créer des industries, aussi petites soient-elles, et à transformer les produits issus de nos exploitations agricoles. 3 étapes sont indispensables pour mettre à la disposition du consommateur un aliment. Déjà, la conception et la formulation. Ensuite, la fabrication et le process qui y préside. Ça, c'est la 2e étape. Et la 3e étape, c'est la conservation jusqu'à la consommation. Il existe des produits que tout industriel doit connaître et maîtriser. Aujourd'hui, nous allons donc vous parler des additifs alimentaires. Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments pour préserver ou améliorer leur fraîcheur, leur goût, leur texture, leur aspect, également et surtout leur innocuité. Sachant que l'innocuité caractérise la qualité de ce qui n'est pas nuisible, pernicieux, mauvais et qui ne provoque donc aucun effet néfaste, notamment sur les organismes humains. Il faut savoir que 80% environ des aliments industriels contiennent des additifs alimentaires. Il existe des centaines d'additifs. Malgré leurs caractéristiques modernes, les additifs alimentaires sont employés depuis des siècles. La conservation des aliments a commencé quand l'homme a appris à protéger chaque récolte jusqu'à la récolte suivante et à conserver viande et poissons en les salant ou en les fumant. Les additifs se décomposent en plusieurs groupes en fonction de leur rôle. Ils ont ainsi des fonctions particulières. Les additifs garantissent la qualité sanitaire des aliments. Nous avons donc dans cette catégorie les conservateurs et les antioxydants. Les additifs améliorent l'aspect et le goût d'une denrée. On améliore l'aspect visuel et le goût de l'aliment. Nous avons dans cette catégorie les colorants, les édulcorants, les exhausteurs de goût. Ils permettent de conférer une texture particulière à vos aliments. Dans cette catégorie, on a les épaississants et les gélifiants par exemple. Ils garantissent enfin la stabilité du produit. Nous avons les émulsifiants, les anti-agglomérants, les stabilisants. On distingue également 2 types d'additifs. Les additifs naturels, ce sont ceux qui sont obtenus à partir de micro-organismes, d'algues, d'extraits végétaux ou minéraux. Et nous avons les additifs de synthèse, ou chimiques en fait, qui reproduisent une couleur ou un arôme naturel par exemple. La présence d'additifs alimentaires dans une denrée est mentionnée dans la liste des ingrédients, soit sous forme de code, soit par leur nom. Nous avons les E100 à 199. Ce sont les colorants. Par exemple, le jaune orangé est codifié en E110. Le jaune de quinoléine est codifié en E104. La carmoisine est codifiée en E122. Donc, si sur une étiquette, vous voyez E100 quelque chose jusqu'à 199, sachez que c'est un additif alimentaire de la classe des colorants. Nous avons les E200 à 299, ce sont les conservateurs. Par exemple, l'anhydride sulfureux est codifié en E220. Les E300 à 399, ce sont les agents antioxygènes ou les antioxydants. Dans cette classe, on a le citrate de sodium qui est un additif très utilisé qui est codifié en E331. Les E400 à 499, ce sont les agents de texture. Dans tout ce qui est humidifiant, gélifiant, épaississant, stabilisant, humectant, anti-moussant, etc. Les E500, donc de 500 à 599, ce sont les acidifiants. Tout ce qui est E600, 600 à 699, ce sont les exhausteurs de goût. Par exemple, le glutamate de sodium est codifié en E621. Nous avons les E900, donc de 900 à 999, ce sont les agents d'enrobage, les gaz propulseurs, les gaz d'emballage, les édulcorants intenses. Et enfin, nous avons les E1000, donc tout ce qui est hors catégorie. Nous avons les enzymes invertases, les lysosines, dont les conservateurs naturels du blanc d'œuf, les amidons modifiés, etc. Les colorants alimentaires ont 2 fonctions principales. Ils servent à conserver la couleur d'origine de l'aliment ou à la renforcer. Et ils servent à créer des couleurs nouvelles pour rendre l'aliment plus appétissant.
La couleur est très importante car c'est la première impression qu'on se fait sur la qualité d'un aliment. Les industriels l'ont donc bien compris. Il faut savoir choisir la bonne couleur que vous allez donner à votre aliment. Par exemple, un yaourt à la fraise est blanc lors de sa fabrication, la teneur en fraise n'étant pas suffisante pour lui donner une couleur naturelle. Mais avant de le mettre en pack, on y ajoute du colorant rose pour le rendre plus appétissant sur le plan visuel déjà. De même que le jaune est ajouté au yaourt à la banane ou à la vanille. C'est également le cas du sirop de menthe qui est transparent quand on le fabrique. Mais vous ne le vendrez pas facilement. Il va vous sembler plus fade si vous le présentez au consommateur blanc. C'est pourquoi on ajoute donc des colorants alimentaires verts au sirop de menthe. Donc, c'est pour rendre plus appétissants leurs produits que les entreprises agroalimentaires y introduisent des colorants alimentaires. Il existe deux grands types de colorants dans l'alimentation. Les colorants naturels, qui sont issus de fruits, de légumes ou de végétaux, et les colorants dits de synthèse. Ceux-là sont fabriqués par l'industrie chimique. Il y a des colorants nature, entre guillemets, dont les couleurs reproduites sont celles trouvées dans la nature, et les colorants artificiels qui n'existent même pas dans la nature, mais que l'industrie a inventés. Par exemple, on se souvient que la plage des E100, 100 à 199 est réservée aux colorants. Quand vous choisirez par exemple la couleur de vos colorants, pensez à faire la différence entre ceux qui sont plus ou moins nature et ceux qui sont issus de la chimie. Dans la famille des colorants jaunes par exemple, on a le E100 qui est la curcumine. C'est un produit naturel, donc une couleur jaune qui est utilisée pour les moutardes, les potages et certains produits laitiers. Mais vous avez également le E102 qui est la tartrazine. Là, c'est un produit de synthèse, c'est un produit chimique qui a également une couleur jaune. Mais ça sera utilisé pour les sodas, la paella, les plats préparés. C'est également le cas dans les colorants rouges. Vous allez avoir le E120 qui est la cochenille, un produit naturel, couleur rouge utilisée pour la charcuterie, les produits laitiers et tout ça. Et vous avez en E122 l'azorubine, là qui est un produit chimique, toujours de couleur rouge, que vous allez retrouver dans les pâtisseries, les desserts et les bonbons. Dans les colorants verts, le E140, c'est la chlorophylle, qui est un produit naturel. Vous allez la retrouver dans les bonbons, les sirops, les desserts. Mais vous avez également le E142, qui est le vert lysamine, qui est un produit chimique que vous allez aussi également retrouver dans ces mêmes produits et même dans les liqueurs. Un conservateur alimentaire est une substance minérale ou organique ajoutée aux aliments dans le but d'améliorer leur conservation. Ils permettent de prolonger la durée de conservation des aliments en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes. Présents dans la majorité des produits courants à la consommation, ils empêchent la modification du goût des aliments en garantissant leur innocuité. Ils peuvent ralentir la décomposition provoquée par les moisissures, par l'air, les bactéries ou les levures. En plus de préserver la qualité des aliments, les conservateurs aident à empêcher leur contamination, ce qui est susceptible d'entraîner des maladies d'origine alimentaire, dont le botulisme, qui est une maladie potentiellement mortelle. Avant de parler des conservateurs chimiques, il faut se rappeler qu'il existe des conservateurs imaginés et améliorés avant l'apparition de l'industrie chimique et qui sont encore utilisés de nos jours, parfois pour leurs caractéristiques gustatives. Ce sont par exemple en phase liquide. Quand vous avez des aliments en phase liquide, vous pouvez les conserver dans de l'alcool. Dans ce cas, il faut savoir que les qualités organoleptiques originelles et les vitamines seront perdues. C'est le cas pour les fruits confits. Cette méthode est utilisée surtout pour les fruits. Il y a la conservation en milieu acide, comme dans du vinaigre. L'acidité va modifier l'apparence, la texture, diminuer le goût et augmenter le nombre de vitamines. C'est le cas par exemple quand on conserve les cornichons ou les oignons dans du vinaigre. On peut conserver également dans l'huile. C'est le cas, on en avait parlé dans une vidéo ici, des tomates séchées à l'huile. Nous avons la conservation dans la graisse. On vous parle par exemple du confit de canard. En fait, on met du canard dans de la graisse. Il y a la conservation dans du sel à sec. C'est la salaison. Ou en saumure, c'est le saumurage. Donc là, vous mettez votre aliment dans du sel. L'aliment salé va sortir dur et décoloré. Et avant sa consommation, vous devez le dessaler. Cette technique qui permet de diminuer l'activité de l'eau est utilisée surtout pour les poissons et les viandes.
Vous allez avoir le poisson séché, la charcuterie, les saucissons secs et tout ça. Nous avons la conservation dans du sucre également. C'est le sucrage. Le sucre étant très hygroscopique, il ne permet pas aux bactéries de se développer. Cette méthode est utilisée surtout pour les fruits. C'est le cas quand vous faites des confitures, quand vous faites du sirop. C'est une façon de conserver les fruits. Maintenant, en phase gazeuse, nous avons le fumage ou fumaison ou le boucanage. Quand vous faites la viande boucanée, la viande séchée, ça permet de sécher l'aliment et les composés chimiques. La fumée donc joue un rôle d'antiseptique. Cette technique doit être utilisée pour les poissons, les viandes. Donc, toutes ces méthodes sont des méthodes traditionnelles de conservation des aliments et elles sont utilisées jusqu'à ce jour. Mais néanmoins, malgré tout, comme l'industrie agroalimentaire essaie d'être performante, on a donc découvert d'autres conservateurs qui sont des conservateurs chimiques, donc qui sont codifiés sur la plage des E200 à 299. Nous avons par exemple les composés soufrés, tels que les sulfites, qui vont de la plage E221 à 228, qui sont utilisés pour inhiber la croissance des bactéries. Par exemple, dans le vin. Dans le vin, vous allez retrouver des sulfites. Dans les fruits séchés également, les légumes conservés dans du vinaigre. Nous avons également d'autres conservateurs comme les nitrates et les nitrites, qui vont de E249 à E252. Ils représentent un autre groupe important d'additifs. Ils sont utilisés dans des produits à base de viande tels que les saucissons, les jambons pour les protéger contre les bactéries responsables du botulisme. Ils contribuent donc à la sécurité alimentaire. Nous avons également l'acide benzoïque et les sels de calcium, de sodium et de potassium E210 à E213 qui sont utilisés comme antibactériens et antifongiques dans les denrées alimentaires telles que les concombres au vinaigre, les confitures, les assaisonnements, les condiments. Le rôle des antioxydants est de limiter la prolifération bactérienne et microbienne. Ils permettent de garder la fraîcheur des aliments, d'augmenter leur durée de vie tout en limitant les détériorations causées par l'oxydation. Les antioxydants donc limitent l'action de l'oxygène sur les produits. Par exemple, un antioxydant sur une pomme épluchée l'empêche de noircir. Les plus utilisés sont les acides ascorbiques et les tocophérols, connus du grand public sous leur nom de nutriments vitamines C et E. Ils préservent de l'oxydation les denrées alimentaires. Qui n'a jamais utilisé du jus de citron pour protéger de l'oxydation une salade de fruits? C'est donc le même principe. Sans le savoir, on utilise les propriétés antioxydantes de l'acide ascorbique et de l'acide citrique contenus dans le citron. Les texturants permettent de donner et conserver une bonne texture aux aliments en les rendant homogènes. Donc, avec les additifs alimentaires de la famille des texturants, le goût des aliments reste inchangé, mais la texture sera différente. Ils ont la plage E400 à E499 sur les emballages alimentaires. Ainsi, avec un même aliment, vous pouvez obtenir des textures différentes. Si vous prenez par exemple du lait et de la vanille, vous pouvez avoir du lait vanillé, de la crème dessert, du flan vanille, du fromage mousse, de la crème glacée. Si l'aliment de base est toujours le même ici, c'est le lait, ce sont les texturants ajoutés pendant la préparation qui varient et permettent de jouer sur la matière. Les texturants ou agents de texture sont principalement des protéines végétales ou animales, mais peuvent être aussi des polysaccharides végétales et des algues, ou même des ferments. Vous allez avoir l'agar-agar qui est codifié en E406, le xanthane. Ils agissent dans un seul but, structurer l'eau présente dans les aliments. Ce sont des agents dits hydrosolubles. Pour épaissir un liquide, par exemple, le texturant va former de grosses molécules qui généreront la mobilité de l'eau. Pour gélifier un liquide, c'est une autre technique. Il faut que les molécules texturantes se lient entre elles et bloquent l'eau en leur centre. Donc, ce sont en fait des émulsifiants, des stabilisateurs qui sont utilisés chaque fois qu'une recette mélange des ingrédients qui ne sont pas miscibles. L'eau et l'huile, par exemple. Un des plus connus, c'est la gomme de caroube qui est codifiée en E410. Le but des exhausteurs de goût, c'est d'améliorer le goût d'un aliment ou son odeur en faisant ressortir un des ingrédients. Ce sont des substances qui n'ont pas de goût ou peu de goût, mais qui renforcent celui d'une denrée. Ils sont codifiés
avec la plage 600, on aura donc E600 à E699. Le plus connu, c'est le sel. Il y a aussi les acides guanylyques, E626 à E629, présents dans les potages, les sauces, les bouillons concentrés. L'acide glutamique, et c'est glutamate, E620, E626, que vous allez retrouver dans les chips, gâteaux apéritifs, sauce soja. Bon, il faut savoir que les exhausteurs de goût, ce sont les additifs les plus controversés dans l'agroalimentaire parce qu'ils peuvent modifier l'appétit et donc agir sur l'inconscient du consommateur qui peut ingérer de trop grandes quantités d'aliments et se rendre malade. Mais aussi parce que ces exhausteurs sont moins bien connus que les colorants par exemple. Vous avez constaté que quand vous commencez à manger les chips industriels auxquels on a ajouté ces exhausteurs de goût, vous ne vous arrêtez pas parce qu'effectivement, ça modifie l'appétit. Les études, pour l'instant, sont moins nombreuses et la prudence est donc requise dans l'utilisation de ces exhausteurs de goût. Donc, l'utilisation et la consommation doivent être modérées autant que possible. Les arômes apportent un goût nouveau sur un aliment qui n'en avait pas ou en avait peu. Les arômes sont parfois d'origine végétale. On a les aromates de cannelle, la vanille, la menthe, et les huiles essentielles, mais aussi animales, issues des viandes, lait et poissons. L'extraction des arômes peut se faire à la vapeur, par expression à froid, par infusion dans de l'alcool. Mais comme pour les colorants, il existe des arômes de synthèse qui peuvent reproduire le naturel ou inventer de nouveaux arômes. Les édulcorants sont principalement utilisés pour les aliments dits light. Ils servent aussi à prolonger la durée de vie en étalage en remplacement du sucre ou pour les produits diététiques. Leur intérêt par rapport au sucre est d'avoir un pouvoir sucrant beaucoup plus intense et une valeur calorique nulle ou inférieure à celle du sucre. Classés dans la plage des E900 et E999, on a par exemple l'aspartame, E951. Cet additif est un édulcorant au fort potentiel sucrant peu coûteux. Il remplace le vrai sucre dans les produits light, les chewing-gums, les sodas, les sucrètes, les bonbons. C'est un faux sucre non métabolisable, c'est-à-dire que le corps ne peut pas en tirer d'énergie, contrairement au vrai sucre. Il est reconnu comme un sucre par les papilles gustatives, provoquant la sensation du plaisir sucré. Donc, les récepteurs au sucre similaires sont retrouvés tout au long du processus digestif. L'aspartame produit alors une réaction de l'organisme similaire à celle du sucre. Il existe plein d'autres additifs. Les anti-moussants qui empêchent les produits comme les bouillies de mousser, les agents moussants qui génèrent plutôt des mousses, dans la bière par exemple, les gaz propulseurs. Parlons des gaz propulseurs. Les gaz propulseurs sont des additifs alimentaires gazeux qui ont pour effet de faire sortir un produit alimentaire d'un contenant. Plusieurs gaz propulseurs sont autorisés dans les préparations alimentaires. Il s'agit de l'azote, codifié en E941, du peroxyde d'azote E942, de l'argon E938, du butane E943, du propane E944, de l'hélium E939 et du dioxyde de carbone également. Considérés comme étant des gaz inoffensifs en usage alimentaire, ils sont utilisés dans les boissons gazeuses et les crèmes chantilly par exemple. Donc, il faut le savoir. Il faut savoir que les additifs alimentaires doivent être inscrits sur les emballages, les étiquettes des produits et doivent figurer sur la liste des produits autorisés dans le pays en question. Sans cela, leur utilisation est interdite. Le consommateur doit être informé sur ce qu'il achète et sur ce qu'il consomme. Donc, pensez à ça quand vous fabriquez vos étiquettes. Soyez honnête et mettez de façon intégrale la composition de votre produit. Les additifs autorisés ne doivent pas poser de problème pour la santé du consommateur aux doses proposées, répondre à un besoin technologique qui ne peut pas être satisfait par d'autres méthodes, tromper le consommateur. Certains additifs ont un rôle plus accessoire. C'est le cas des colorants, des modificateurs de goût et ceux qui agissent sur la texture. Mais cela répond à une certaine demande du consommateur. Il est important de prendre en compte le rapport bénéfice-risque. Il faut vous demander que si je supprime un additif, est-ce qu'il n'y aura pas d'impact?
Par quoi je vais le remplacer? Est-ce que l'alternative est plus sûre? Nous avons le cas de Coca-Cola. Est-ce que les consommateurs sont prêts à boire un Coca-Cola qui n'est pas noir ou un Fanta qui n'est pas orange? On a par exemple le cas de Coca-Cola Clear qui est lancé uniquement au Japon. Il ne contient pas de colorant caramel. Mais ailleurs, on n'a pas lancé parce qu'on se dit que ça va difficilement marcher. Pour fabriquer donc le Coca-Cola ou la boisson à base de cola, l'industriel se sent obligé d'ajouter donc le colorant caramel qui est codifié en E150. Dans le cas du Fanta, il va ajouter le jaune orangé codifié en E110. C'est également le cas pour le goût sucré. Est-ce qu'on peut amener les consommateurs à se déshabituer du goût sucré? Auquel cas on se passerait des édulcorants. Il reste également des questions sur les effets cocktails d'une exposition cumulée à plusieurs additifs dans l'alimentation. Parce que les additifs sont évalués de façon individuelle. Or, les industriels en mettent plusieurs. Est-ce qu'il existe des effets synergiques, antagonistes de ces additifs-là? Il faut se rappeler que les additifs ont suivi un long processus d'évaluation scientifique avant d'être autorisés. Il y a également des limites maximales d'utilisation et des contrôles. Mais cela n'empêche que certains additifs sont reconnus comme potentiellement cancérigènes. C'est le cas par exemple du colorant de synthèse appelé bleu patenté V, codifié en E141, ou encore des conservateurs issus du benzène, E210 à E219. De nombreux autres effets délétères sont rapportés. Parmi les plus courants communs à de nombreux additifs, on compte notamment les allergies, l'hyperactivité des enfants, l'asthme, les insomnies, les troubles digestifs, les troubles neurologiques, les rhinites, les atteintes à un organe en particulier comme le foie ou les reins. Certains additifs sont même fortement suspectés d'être mutagènes et de favoriser les malformations congénitales. Il faut donc véritablement se former avant l'utilisation de ces additifs dans vos formules alimentaires. Il ne faut pas vraiment y aller au hasard. L'idéal étant d'utiliser au maximum les additifs alimentaires naturels. Tout ce qui est sel, alcool, vinaigre, huile, sucre, etc. L'idéal également étant de se réapproprier nos process de production et les industrialiser. Nous utilisons par exemple le sel gemme, appelé kanwa au Cameroun, ou appelé argile mormorionite de calcium. Le kanwa est utilisé pour conserver et protéger la couleur et les propriétés des légumes lors de leur cuisson. Les feuilles de ndolé, par exemple, restent vertes quand on les fait bouillir en y associant un peu de kanwa. Le kanwa également permet d'attendrir les aliments à la cuisson difficile, que ce soit pour cuire le haricot, le coquille, etc. et facilite leur digestion en aidant à réduire les flatulences. Donc ça, ce sont des additifs qu'on doit se réapproprier et utiliser si nous voulons fonctionner. Le cuir également, obtenu à partir des tiges du Triumpheta pentandra, peut également être un excellent additif alimentaire. Il donne une consistance gluante aux aliments. Il peut même être un bon liant ou un conservateur également. Donc, sont des industriels responsables et soucieux de la santé du consommateur. Mettons nos chercheurs au service de nos futures industries afin de limiter les dégâts de l'industrialisation sur la santé auxquels on assiste dans les pays développés. Et une des règles qu'il faut adopter, c'est d'avoir le moins d'ingrédients possible sur nos étiquettes, car la tendance actuelle est au retour à une alimentation plus saine. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Aidez-nous à vulgariser nos vidéos en les partageant au maximum. Ce serait votre façon à vous de nous aider. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions grandement. Mais sachez que l'impact véritable de ce que nous faisons, ce serait que vous passiez à l'action. Parce que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.